Excellence. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Manal Bernoussi. I'm an international MC and moderator from Morocco, and it is an absolute pleasure and honor to welcome you all to this very first session of the Middays Investment Summit, hosted under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI. The content this morning will be delivered in English, French, and Arabic, so please make sure you have your headsets if you need live interpretation. Just reach out to someone from the team and they will be very happy to assist you. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à un moment où le monde fait face à des défis sans précédent, avec des crises interconnectées, avec des tensions géopolitiques et le changement climatique qui exige des réponses audacieuses et stratégiques. Dans ce contexte, les investissements n'ont jamais été aussi cruciaux. La reconfiguration des chaînes de valeur mondiales a créé un besoin urgent d'investissement dans des secteurs clés, que ce soit les énergies renouvelables, les technologies de pointe, les infrastructures logistiques et l'agriculture durable. Nous devons non seulement relever ces défis immédiats, mais aussi construire un avenir prospère et durable pour nos enfants. C'est là notre responsabilité en tant que leader. Cette première session du Middays Investment Summit se concentrera sur plusieurs de ces enjeux clés. Quels secteurs stratégiques offre les plus grandes opportunités pour stimuler une prospérité globale et durable? Comment les pays émergents peuvent-ils renforcer leur attractivité pour attirer des capitaux étrangers dans des projets transformateurs? Comment réduire les écarts économiques entre le Nord et le Sud? Et bien évidemment, comment concilier rentabilité et respect des investissements et des impératifs environnementaux et sociaux sur le long terme. Voilà les sujets, mesdames et messieurs, dont nous allons débattre lors de cette première session du Middays Investment Summit. Et pour débuter cette session, nous avons le grand honneur d'avoir parmi nous Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée qui va nous délivrer une keynote speech. Merci d'accueillir très chaleureusement son Excellence Monsieur Amadou Ouriba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi en tant que Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée, de participer à cette 16e édition du MED qui rassemble des hommes et des femmes de qualité venant des 4 coins du monde. C'est une occasion également pour moi de saluer les grandes performances du Royaume du Maroc durant ces 2 dernières décennies qui s'est profondément transformé. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'est que l'illustration des efforts qui ont été faits pour que le Maroc devienne un hub où certains pays comme le nôtre est très heureux de venir puiser de l'expérience marocaine pour travailler à vous imiter et aussi dans quelques années à être un pays qui pourrait être une référence dans son domaine. Donc, c'est très important de rassembler les intelligences pour partager, parce que c'est le début de ce qui peut permettre à ce qu'il y ait une dynamique de mutualisation pour que progressivement, de pays en pays, que les bonnes pratiques, les meilleures approches puissent prospérer et nous permettre de gagner du temps et faire du continent africain, non pas un continent connu pour sa pauvreté, mais un continent d'espoir et de croissance économique. En ce qui nous concerne en République de Guinée, c'est très important de faire le point sur les expériences que nous avons accumulées. De l'indépendance aux années 80, nous étions dans un modèle de type dit socialiste.
où pratiquement tout était entre les mains de l'État. Comme vous le savez, ce modèle n'a pas réellement prospéré. Et le pays qui était considéré comme la locomotive potentielle de l'Afrique de l'Ouest dans les années 1950 est par la suite devenu un pays relativement pauvre. Ensuite, nous avons, sans transition, plongé dans une dynamique libérale où on dit que l'État doit abandonner certains secteurs économiques et nous avons connu une période où la manière dont les choses se sont faites, c'est beaucoup plus une vampirisation du patrimoine public au profit de patrimoine qui n'était pas préparé à être au point de vue des idées, au point de vue de l'approche des hommes et des femmes en capacité d'avoir une vision entrepreneuriale. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Simandou qui a fait rêver tant de nos compatriotes, que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, grâce au leadership et à la volonté du général d'armée Mamadi Doumbouya, qui, de manière forte et ferme, avec des négociations qui ont duré pratiquement près de 2 ans, nous avons pu réunir des industriels, des intérêts qui, dans d'autres secteurs, étaient totalement divergents, des intérêts chinois, des intérêts américains, des intérêts européens et d'autres intérêts des autres continents pour travailler à avoir un code de coopération pour permettre la réalisation du Simandou, qui est aujourd'hui l'un des programmes miniers les plus importants du monde, avec plus de 20 milliards d'investissements qui sont prévus. Un port minéralier, une voie de chemin de fer de 670 km et des mines. C'est un corridor qui permettra de l'Atlantique à la frontière presque de la Côte d'Ivoire d'avoir une transformation économique qui fera de la Guinée un vaste chantier. C'est quelque chose de très important qui requiert toute l'attention aussi bien des autorités guinéennes que des investisseurs internationaux. Mais ceci dit, nous avons eu l'expérience d'enclaves minières avec l'exploitation de la bauxite. Faut-il fermer les yeux et faire ce que nous avions déjà fait et qui ont montré les limites? C'est la raison pour laquelle, désormais, on veut rompre avec l'économie de rente. On veut que la transformation économique, surtout dans le secteur minier, ne soit pas simplement une enclave minière, mais un facteur déclencheur de l'émergence d'une économie diversifiée dans tous les domaines possibles et inimaginables. C'est pour cela, dans les discussions, dans un premier temps, il a été indiqué que les revenus que nous allons tirer du Simandou seront consacrés à hauteur de 20% de ces revenus pour le développement du capital humain. Et ça, c'est une orientation stratégique majeure qui implique tout le gouvernement. Et la deuxième chose, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, c'est que le corridor, la ligne de chemin de fer, ne sera pas simplement une ligne pour évacuer le minerai brut, mais ce sera une ligne multi-usage qui permettra l'utilisation par les voyageurs, par les marchandises, pour que ce soit vraiment un corridor permettant le développement de toutes les économies possibles et inimaginables sur ces 670 km. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu et le projet avance. Et avec l'aide de Dieu, d'ici 1 an, l'exploitation pourra commencer. Et bon, ceci nous amène à nous interroger sur nous-mêmes. Il y a quelques années, dans les années 94, les revenus de la Guinée étaient de l'ordre par habitant de $500 à peu près. Celui de la Chine avoisinait un peu plus le même chiffre, mais presque 30 ans après, vous avez vu la grande différence. Ceci nous amène à nous remettre en question et à nous dire que faut-il faire.
C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grands axes de développement économique doivent d'abord se centrer sur le capital humain, parce que si on n'a pas la matière grise, il va de soi que même si on a tout l'or du monde, ça ne servira pas à grand-chose. Il faut développer le capital humain dans la formation, dans tous les secteurs qui permettront que le capital humain soit compétitif, formé et en mesure d'accompagner les besoins d'une économie qui se diversifie et qui change à toute allure. Le deuxième aspect, dans la dynamique que nous sommes en train de faire, c'est de prendre en compte le développement des énergies durables et des infrastructures résilientes. Nous ne pouvons pas développer à outrance nos économies sans avoir des infrastructures qui permettent d'innerver tout le territoire et même au-delà avec des voies de chemin de fer ou des voies routières permettant la circulation des personnes et des biens. Ceci est fondamental. Et donc, de ce point de vue, je peux dire qu'en ce qui concerne la question des énergies, nous travaillons à faire en sorte que nous ayons tous les types d'énergie, comme le Maroc l'a fait, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et bien entendu les centrales. Dans moins d'1 an, la Guinée sortira de cette situation où elle a été caractérisée par une pénurie en termes d'énergie et aura la capacité de produire suffisamment d'énergie pour permettre à l'économie, surtout à l'industrie, de se développer. Et nous ne pourrons pas, par la suite, accepter que certains nous disent « nous ne pouvons pas avoir des raffineries d'alumine et autres parce que l'électricité se fait rare et coûte cher ». Nous allons travailler avec ardeur et détermination. D'ici les mois à venir, les choses vont évoluer avec beaucoup plus de force. Le troisième aspect, l'innovation technologique. C'est une chance. C'est une chance. Aujourd'hui, on peut rapidement, avec une volonté et une vision claire de ce que nous voulons, faire de telle sorte que nous rattrapions notre retard pour être dans une phase où nous pouvons pas dire que nous serons comme les autres, mais nous serons en mesure de satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations et être dans un environnement de résilience, de progrès et de prospérité. Parce que les jeunes en ont besoin. Nous devons, de ce point de vue, travailler et nous travaillons dans ce sens, d'où les grands efforts que notre système éducatif, surtout au niveau de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique, les efforts sont en train d'être faits pour, de ce point de vue, rattraper ce retard. La coopération économique pour la mise en œuvre de tout cela. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais qui pose également des défis à des pays qui ont accumulé du retard. Et nous allons, comme je l'ai dit, travailler à accompagner l'opérationnalisation de la zone libre-échange continentale africaine, mais tout en développant et en accélérant l'industrialisation de la Guinée, l'actualisation de ses avantages comparatifs dans les domaines de l'agriculture et autres. Les partenariats publics-privés, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour faire face à toute la demande de développement, d'investissement nécessaire, d'où nous avons besoin de ce partenariat public-privé qui permettra d'actualiser et de développer des activités que l'État en lui-même, à lui seul, ne sera pas en mesure de faire. Parce que nous n'avons pas la vocation de dire que c'est l'État qui doit tout faire. L'État stratège, l'État au point de vue investisseur pourra être là pour accompagner les initiatives, les innovations et aussi les investissements les plus innovants pour pousser à ce que nous puissions avoir une économie fortement diversifiée et une économie compétitive à l'échelle régionale et pourquoi pas à l'échelle continentale.
des questions se posent, le monde change, beaucoup de bouleversements, les institutions internationales, économiques et autres issues de la fin de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus en mesure de prendre en compte la nouvelle dynamique internationale. Et nous devons, au niveau continental, de manière stratégique, voir qu'est-ce que nous pouvons tirer comme profit dans cette redistribution des cartes, tant sur le plan économique que sur le plan géostratégique. Les malheurs des uns, c'est triste, mais il faut aussi prendre en compte les intérêts et les attentes de son propre peuple. Le continent africain, dans sa globalité, depuis des siècles et des siècles, a été le continent qui a apporté, de par son exploitation, de par tant au point de vue des ressources humaines qu'au point de vue économique, minier et autres, apporté le développement économique d'autres pays qui, de ce point de vue, ont accumulé des richesses, ont accumulé progrès. Les choses, de ce point de vue, à l'heure actuelle, nous amènent à nous repositionner de manière collective et de manière stratégique pour être en mesure d'être un bloc qui, en son sein, a les ressources qu'il faut, a la main-d'œuvre qu'il faut, a aussi, et c'est cela qu'il faut développer, la vision stratégique de se dire nous devons, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, fixer le cap pour que dans les prochaines années, que le continent soit un espace de progrès, de développement économique et de stabilité. Et de ce point de vue, c'est très important que nous prenions en compte, le monde change, rien n'est figé. Les empires d'hier ne le seront plus et d'autres empires vont progresser. Par rapport à cette question, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. D'où la nécessité, par soi-même et pour soi-même, avoir cette vision stratégique qui nous permettra de se dire, voulons-nous être de la périphérie ou nous voulons être au niveau du centre? Le rôle de la Guinée dans tout cela. Nous avons deux piliers que nous sommes en train de développer. J'ai parlé du pilier économique, le Simandou. Et il y a un autre pilier que nous sommes en train de faire émerger, c'est le pilier concernant la question environnementale. Nous avons la chance d'avoir le massif où tous les fleuves de l'Ouest africain pratiquement prennent leur source, que ce soit le Sénégal, la Gambie, le Niger et d'autres. On ne peut pas tous les citer. Et la nécessité absolue de faire de ce massif une préoccupation régionale, puisque le bassin du Fouta-Djallon concerne 15 États, y compris le Tchad et le Cameroun. C'est pour vous dire que sur le plan de la question de l'eau, sur le plan de la conservation de ce patrimoine, qui est aussi indispensable pour assurer à terme la survie de millions et de millions de populations, il est très important que la Guinée assume sa part pour faire de ce massif un intérêt mondial. Et nous allons travailler et nous travaillons dans ce sens. La Guinée avait raté son départ pour des raisons historiques. On ne peut plus revenir en arrière, mais nous allons pratiquement près de 65 ans après l'indépendance, remettre la Guinée sur les rails pour que ce pays, qui est le berceau, parce qu'il faut le rappeler, des plus grands empires de l'Ouest africain, reprenne sa place centrale comme un espace de progrès, un espace d'innovation, un espace de coopération régionale. Nos ressources, nous ne cherchons pas à les gérer ou à les exploiter seulement pour nous-mêmes. Nous voulons que ce soit une coprospérité qui intégrera progressivement
les intérêts des pays limitrophes. C'est comme ça que l'Union européenne s'est développée entre l'Allemagne et la France en ce qui concerne le charbon et l'acier. Nous aussi, à travers des intérêts économiques bien clairs, nous pouvons travailler à faire émerger des intérêts liés qui feront que ce que d'autres ont chanté il y a très longtemps, panafricanisme, nous puissions le réaliser sans tambour ni trompette. C'est ça la vocation de la Guinée d'aujourd'hui. Messieurs et mesdames, c'est un plaisir d'échanger avec vous et shukran. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, pour ce discours inspirant et percutant. Nous vous invitons à prendre une photo de groupe, si vous le permettez, avant que nous puissions vous saluer. Mesdames et messieurs les speakers, please, if you would like us to take a group photo with His Excellency Prime Minister of the Republic of Guinea, and then we will follow up with the panel discussion. Thank you. Monsieur le Premier ministre, un discours percutant, un discours inspirant sur les perspectives de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, je vous propose que nous accompagnions Monsieur le Premier ministre sous vos applaudissements. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, pour votre discours. Ladies and gentlemen, it is now time for us to dive into our panel discussion with an exceptional lineup of speakers. We are honored to be joined this morning, and I would like to remind everyone that there is live interpretation available, so it's channel 3 for English. Many thanks to the teams who are taking care of simultaneous interpretation, so please make sure you have your headset with you. Mesdames et messieurs, cette discussion va se poursuivre en français, anglais et arabe. Assurez-vous d'avoir vos casques d'interprétation simultanée si vous en avez besoin. Merci infiniment. So I was saying that we are honored to be joined this morning from left to right by Mr. Karim Daou, Deputy Director of OECD Global Relations and Cooperation Directorate. We are also, welcome to you, sir. We are also joined by Mr. Jeremy Lin, Executive Vice President of Huawei North Africa. We are very privileged to have with us Dr. Mona Morad, co-founder and CEO of Honor Group. We are also joined this morning by His Excellency Mr. Mustafa Ben Barka, Vice President of the West African Development Bank. It is a great honor and privilege for us to have with us Mrs. Avantika Dang, founding partner of Plum Alley Ventures Company. Welcome to you. It is a very great pleasure for us also to have with us Mr. Ubaid Amran, CEO of Itmar Capital. Welcome to you, sir. It is a pleasure to have with us also Mr. James Fierro, CEO at Eco Capacity Exchange. And last but certainly not least, Mr. Mathieu Peller, Deputy CEO of Meridiam. Thank you all for wishing them a very warm welcome to Morocco. So a warm welcome to each and every one of you. Please feel free, again, to use the language of your choice. We very much value cultural diversity here in Morocco, so we want to make sure that you feel welcome. We want to make sure that you feel also comfortable. So please go ahead and use the language of your choice. Et je vais commencer par vous, Monsieur Mustafa Ben Barka. Vous êtes vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD. Vous avez occupé des postes de haut niveau au sein du gouvernement malien, notamment celui de ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, et donc vous disposez d'une solide expérience en financement de projets en Afrique de l'Ouest et à la Banque nationale du Canada. Au vu de votre expérience dans la finance et le développement de projets à travers l'Afrique, comment les investissements stratégiques peuvent-ils contribuer
à réduire ces disparités historiques entre le Nord et le Sud? Et puis, quels sont selon vous les secteurs sur notre continent qui offrent un potentiel encore inexploité pour les investissements durables? Merci. Oui, alors les micros, juste, ils sont allumés. Si on peut rajouter un petit peu le volume et assurez-vous de les garder. Ouais, je pense que là, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Manal. Il est toujours difficile de pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là après le discours du Premier ministre qui vient de passer, mais j'essaierai du mieux que je peux, en tout cas, de pouvoir éclairer l'audience sur ces questions-là. Quand on parle d'investissement stratégique, pour moi, tout investissement est stratégique dès lors qu'il procure un rendement à une personne. Dans le contexte aujourd'hui, les investissements stratégiques doivent avoir certains préalables. Il est important que, quand on parle d'investissement stratégique, que les parties concernées soient alignées sur les priorités mondiales et également au contexte, adaptés aux contextes locaux. Ce sont des préalables qui permettent d'assurer en tout cas un développement des pays de façon durable et de façon inclusive et limiter tous les risques qui sont liés aux investissements qui sont faits. Aujourd'hui, nous avons tous les États et toutes les parties adhèrent en tout cas à des objectifs de développement durable qui sont définis. Donc, il faut qu'il y ait un engagement international sur une vision du monde, sur des objectifs communs. Et à l'issue de cela, on peut maintenant envisager des secteurs clés dans lesquels des investissements ou des flux financiers peuvent être drainés d'une partie du monde vers un autre à l'effet de pouvoir participer au développement de ces secteurs-là. Aujourd'hui, si nous regardons de façon globale, on sent qu'il y a les priorités mondiales. Aujourd'hui, on sort de la COP 29, sont liées bien entendu à la dégradation du climat. Donc tout projet d'investissement stratégique doit en tout cas tenir compte de cette priorité mondiale-là. Et c'est pour ça que les secteurs aujourd'hui, il y en a 3-4 dans lesquels je pense que des flux financiers peuvent être drainés. Nous avons bien entendu, comme toujours, les infrastructures, mais pas les mêmes qu'avant. C'est pas forcément juste de faire des routes. Nous avons les énergies renouvelables dans lesquelles des investissements massifs doivent être faits parce que c'est un facteur de production qui est extrêmement important, qu'on va continuer à utiliser l'énergie de façon générale, mais il faut qu'elle soit respectueuse de l'environnement et qu'elle ne dégrade pas, raison pour laquelle on va privilégier les énergies renouvelables. Dans le cadre d'une transition énergétique, il faut le rappeler, axer les flux financiers vers des secteurs comme l'éolien, l'hydroélectricité, mais également le solaire, mais aussi en accompagnant certains pays qui sont en transition énergétique tout en continuant quand même à soutenir des énergies fossiles dans ces pays-là. Nous avons également un deuxième secteur qui concerne le secteur de l'économie numérique, aujourd'hui, qui est un secteur stratégique pour tous nos pays, qui permet à beaucoup de secteurs d'ailleurs d'accélérer leur croissance. Et c'est dans ce secteur-là, aujourd'hui, peut permettre de drainer énormément de ressources pour pouvoir améliorer la productivité de nos industries dans les pays dans lesquels ces investissements sont réalisés. Le troisième secteur, et je pense qui est extrêmement important pour le monde de façon générale, c'est l'agro-industrie, l'agro-business, mais l'agriculture climato-intelligente. Aujourd'hui, des mécanismes ont été développés à l'effet de pouvoir améliorer la productivité agricole par des systèmes climato-intelligents où l'utilisation des énergies, notamment du solaire pour les pompes à solaire, mais également des systèmes comme le goutte-à-goutte qui permet d'utiliser, en tout cas de façon optimale, l'utilisation de ressources en eau, permettent d'avoir un développement agricole qui va assurer la sécurité alimentaire dans le monde sans dégrader donc les terres et sans dégrader donc le climat. Et tout ça, bien entendu, tous ces secteurs stratégiques qui sont aujourd'hui définis nécessitent d'avoir des flux financiers importants. Et pour cela, il va falloir, pour des institutions financières comme les nôtres, des banques de développement, pour également des fonds d'investissement, d'aller collecter des ressources qui, elles aussi d'ailleurs, répondent à des cadres de gestion qui sont spécifiques, où il faut absolument intégrer dans tous les investissements des critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, qui permettent donc de pouvoir mobiliser des ressources à l'international, blindées, mixées, je dirais, à d'autres types de ressources pour pouvoir fournir aux États, au secteur public et privé, des financements adaptés pour les investissements. Je pense que dès lors que la base, à mon sens, c'est qu'il faudrait que les gens se parlent
et les gens aient une même vision du monde, s'accordent sur une vision du monde et que les priorités soient alignées pour tout le monde, en prenant part, le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, en prenant en considération le contexte local et les attentes réelles des populations. Je pense que si toutes ces idées sont combinées, effectivement, on peut envisager un développement qui est durable, inclusif et assurer la prospérité des populations. Merci. Merci infiniment à vous, Monsieur Benbarka, pour cette perspective. Effectivement, faire concorder les visions en vue d'arriver à cet impact que nous recherchons. Vous avez cité plusieurs secteurs clés, les énergies renouvelables, bien évidemment, l'économie numérique, l'agro-industrie aussi comme étant l'un des potentiels secteurs. Alors peut-être dans la salle, pour que nous ayons ici, nous, une impression de la composition de la salle, est-ce qu'il y a des investisseurs parmi nous dans la salle? By a show of hand, any investors in the room? Des représentants du secteur public? Combien de représentants du secteur public? Les représentants du secteur privé? Private sector in the room? Très bien. Academia? Students? Researchers? OK. Un mix assez diversifié. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'application WOVA. D'accord? Vous avez la possibilité de poser vos questions sur l'application et nous essayerons d'en prendre quelques-unes à la fin s'il nous reste du temps. Merci encore, Monsieur Benbarka. Over to you now, Mr. Karim Daou. You are Deputy Director of the OECD Global Relations and Cooperation Directorate. How can multilateral institutions play a key role in creating synergies between developed and developing nations for strategic investments that can foster economic prosperity and reduce inequalities? Thank you very much, Manal, for your question. Good morning, everyone. I'm very pleased to be here with you to represent the OECD. I mean, your question is very timely because there's a huge financing gap between the North and the South. As we are at the outset of the Sevilla conference on financing from development and just a few years ahead of in the run-up to the 2030 agenda of the Sustainable Development Goals. The estimates are of the financial gap to achieve the SDGs are of about $4 trillion US. So there's a huge financing gap, and clearly multilateral cooperation is at stake. It can facilitate the path towards reaching the SDGs, but it's not working too well at the moment. So let me flesh out some of the challenges that may hamper strategic investments in key sectors. We are witnessing an escalation of tensions between countries, great power rivalry, fragmented global cooperation. There's a shift from multilateral cooperation to block-based approaches, which threatens the collective efforts needed to tackle climate change, to shift finance away from fossil fuels towards renewable energy. And I get back to this point. Supply chains are disrupted as a consequence. Sanctions, trade restrictions, economic nationalism are creating bottlenecks in critical sectors, critical minerals, semiconductors, which are transversals, across value chains, across activities that revolve around green electrification, across many of the goods, the connected goods that are typical of the new digital economy. And last but not least, there is investment uncertainty, because with these legal uncertainties, investors who need, above all, predictability are lacking this predictability. I will focus on two sectors which are particularly important for multilateral cooperation and for the development of emerging and developing countries alike, for the Global South. And they are the two sectors that are critical for the twin transition, the green electrification activities, the net zero transition, and secondly, the digitalization of the economy. The net zero transition, here again, investment is much needed if we are to achieve zero emissions by 2050. The estimates are that 3.5 trillion of US dollars will be each year will be needed. So it's clear that
public finance on its own cannot resolve the equation. We need also private investment to be guided, to be directed towards low carbon activities. And on top of these, there's a lot of money that is needed, probably at least $200 billion a year for adaptation and resilience, because we can already witness how we suffer the consequences of climate change, and this is even more the case for developing countries that lie in the intertropical belt. If we take, the problem is that we are not yet at the stage where these activities, these transitions is evenly met. If you take, for instance, electric vehicles, 60% of the market is in China, 25% in Europe, and 10% in the US. So the rest is left with 5 to 10%. There are examples of countries that succeed in integrating the value chain. For instance, if you take Indonesia, they are now active in the extractive segment of the value chain. They extract a lot of nickel in the processing. They are very strong as well. They now represent half of the share. There are a lot of Chinese companies that are active of the nickel market. And you have international investors, LG, the Koreans, Qatar and BYD, the Chinese, that invest in battery making. And they are soon to be host of car manufacturers, Tesla, BYD. So yes, there are a few countries that succeed. Mexico also has made some progress, and Brazil could be soon in the footsteps of Mexico, but much more needs to be done. What we need to avoid is technology silos, because nations are increasingly erecting barriers on the diffusion of technologies, from solar panels to battery storage systems. This reduces vulnerabilities, but it also fragments value chains, and one of the consequences is that it will delay cost reduction and therefore the potential adoption of clean technologies, with the effect that it could prevent us from achieving the net zero transition. There are also critical mineral dependencies. Trade restrictions in this sector are on the rise. We have an inventory at the OECD of trade restrictions, and it shows that in this sector they have increased fivefold over the past 10 years. And now just very quickly a few words about the digital transition. Very important again. We need much more investment in infrastructure, in broadband, in IT equipment. This is progressing. If you take, for instance, submarine cables in Africa, just 15 years ago, I think there were 4 cables, and now it has evolved very quickly. There are 40. So we are making progress, and clearly young populations can tap the dividends of the digitalization of the economy because they are more versatile, they can adapt more quickly. But it's not only the infrastructure that is important. We need also a good governance of the digital transition. Take large language models, for instance, which can help to address some of the challenges that stem from climate change. They are fed mainly with data from developed economies. And so there is an issue which is about whether the solutions that they can help develop will be tailored to the needs of countries from the global south, from Africa, for instance. These are issues that are very much discussed at the OECD. We have a dialogue on this with the African Union, at the UN also alike. So what is next? We need more quality investment. So we are working with the African Union on a digital investment platform to monitor investment policies and investment flows across the continent. We need to finance the grid transition and not to leave anyone behind. The good news is that now renewable energy-based power generation projects are more cost-effective than their fossil fuel competitors. If you take all the projects that have been launched among G20 countries of power generation since 2021, 75% of the renewable energy-based projects are more cost-effective than their coal-fire-based competitors. But more needs to be done to help de-risk these activities
through blended finance and pooling mechanisms, we can discuss this more. Absolutely. Thank you so much for providing us with this perspective from multilateral organization, and both your focus on the sustainable transformation and also on the digital transformation. We'll dig a little bit deeper into that further on. James, over to you now. You bring over 30 years of experience in founding and leading startups. You have pioneered advancements in online grocery shopping, RFID technology, and electronic trading. You currently collaborate with companies and governments to unlock credit sources and promote trade, while also advocating for financial access to help alleviate poverty. So, James, you have highlighted a very interesting fact with the systemic issues with the global system of money. Could you elaborate on the historical and structural flaws that make the current monetary system a barrier to investment and development, particularly in Africa, and how does this hinder the continent's ability to attract strategic investments? Yeah, 4 minutes is a challenge. Well, so this has been for me a 2.5 decade research project, really. And it was born out of having founded one of the early internet unicorn companies. James, can you please bring closer your mic? Thank you so much. It was founded based on having created one of the early internet unicorn companies, a company called homegrocer.com. And the learning from that was that marketplaces, this is again mid-90s, marketplaces are going to change the world. There was no question. Jeff Bezos was on my board. He was selling books. But I had absolute certainty that the efficiencies that were realized by marketplaces to do 4 simple things: search, communicate, transact, and settle. Those 4 things are the biggest creators of wealth on the S&P today. Almost all of the big, whether it's Amazon, Alibaba, Airbnb, Facebook, Google, they're all marketplaces. And so having had a nice win with that, I came away and I wanted to harness the knowledge that I had gained about marketplaces, but to do something meaningful. And that really became kind of what was driving me. And I wanted to find the biggest market in the world that no one had figured out how to bring marketplace capability to. Because what you want is you want friction. The more difficult, the better it is to create a marketplace. And I discovered a bizarre world that I call the world of non-financial trade. And of course, this is endemic in societies across Africa. And I'm talking about trade where exchange of value takes place between parties without using money. And so this, you know, a simple example like Mozambique, China, of course, is doing a great job of this. They're exporting all kinds of their capacity into Africa and taking payment, not in money, because the African countries don't have the money, they're taking payment in assets. Okay, this is no different than colonization 300, 400, 500 years ago. What is happening is exchanges of value without using money. And so I just thought, my gosh, this is happening at every level of society. Most of it is being done by the biggest companies in the world. And they are trading Caterpillar, selling equipment into Nigeria and taking payment in minerals. And then they do a deal with Glencore. And Boeing is selling jets to Malaysia and taking payment in palm oil. And you kind of scratch your head and you go, why is this happening? It's bizarre. And first of all, how much of it is happening? The estimates by WTO, who's been tracking non-financial trade because they're concerned about its distortion of real reported trade data, is $5 trillion a year. I said, my God, $5 trillion? Where is it? It's invisible. It's non-transparent because when the companies record it, they must, according to accounting rules, record it as a transaction on the currency of their books. And so this enormous amount of trade is going on around the world without use of money. And so I just thought, oh my God, I'm just going to create a marketplace for capacity. Just think of Airbnb. They just took a sliver of unused capacity, which was empty rooms in people's homes, put it into a marketplace so it could be discovered, transact, communicate, and settle. And they built a $100 billion enterprise in a handful of years. Now, think of it. If you took the unused capacity of the world, there is no shortage of capacity. The world is absolutely abundant in it, and more in Africa
as a continent than anywhere. And if you think about that, you say, okay, well, if you could have a system that could unlock capacity as buying power, like it was in the beginning of time, right? Before money was existing, what did we use to buy with? Our assets, our sheep, our cattle, and we traded with each other. So then the question arises, okay, let's focus on trust. What do people trust? They trust the biggest companies in the world more than countries. So we said, okay, let's go get the biggest companies in the world onto this platform. They were all excited and wanted to help. But then we discovered, well, there's actually a very bizarre problem, because the reality of taking a counterparty's goods is where the real friction is. And we solved that problem. We invented something called money. So why are these extraordinarily big, sophisticated companies doing trade today in the order of magnitude of 5 trillion, I think it's considerably more, without using money? Money was there to solve the problem, so you don't have to take the counterparty's goods. And what the underlying reason and answer to that question took me 5 years to really understand it. I surrounded myself with extraordinary economists, Nobel laureates like Robert Mundell and Art Laffer, the famous supply demand economist and chief economist of 5 US presidents. And the net summary is money is not doing any longer what it was intended to do. Money was just originally shells and tally sticks. It was just a medium. It was a unit. It was like a ruler. But it became valuable over time when it started to be gold and precious, and you started to then do something very different. When you received a bag of shells for your sheep, you'd go immediately to the market and get something. When you received a bag of gold, you didn't. You hid it, you stored it, and next thing you know, we can make money off this. People will take a certificate, the gold will pile up, and this is the biggest systemic problem that the world is facing today. Money is no longer doing what it was purposed to do. Money has become an instrument of making money from money. And if you just look at one number, just FX alone is now reached 10 trillion a day. 10 trillion a day. The financialization of the global economy is Africa's main problem. Everyone's chasing money. We got to get money. I mean, look at the climate crisis. 4, 5, 3 trillion a year shortfall. The biggest, most influential people like Mark Carney and Bloomberg are all chasing, trying to get money from the biggest pools of capital to go against climate. It's not coming. Why? Because money has so many paths to make money from money. That is what it's doing now. It's not coming to Africa to fund development. So there needs to be a complete, I mean, I'll summarize it this way. Robert Mundell said it to me wonderfully. When I tried to recruit him and Paul Volcker on the advisory council of this enterprise I've created to address this problem called Eco Capacity Exchange, I'd spent a year giving him papers, and I finally had a meeting with him and Paul Volcker, the former chairman of the US Fed. And I said, okay, you guys, you ready to join the council, my advisory council? And Robert Mundell said, absolutely. What you have been explaining to us over the last year is absolute evidence of a massive global market failure that no one wants to talk about. And I said, oh, you mean the financial system? He said, no, financial system is quite efficient. Money moves quickly and easily. He said, it's the global monetary system is a disaster. It's not global. It's 192 monetary systems, and most of them are a complete joke. And when you actually do the homework and understand this, money has truly become corrupted in its function. And all of the monetary systems create extraordinary inefficiencies, just FX alone. So we set out to try and address that problem. And it's taken 2.5 decades, but we've created a solution that now is sponsored by Chinese government, UK government, and we are in deep engagement with 20 other governments. And we have 600 of the biggest companies in the world. But think about it this way for Africa. Just imagine there was a system in the world that could allow anyone that has capacity to unlock that as a new source of buying power like it was in the beginning of time. That's the solution. Amazing. Thank you so much for this fascinating perspective, and hopefully we'll have a second round of questions to dig deeper into what Africa can gain and benefit from this
from ECO. Thank you again. James, over to you now. Avantika, you've been awarded by Forbes in 2024 for over 50 in investments. You have 30 years of experience in frontier technologies and driving billion-dollar valuations and IPOs. You've deployed your fund in 18 months, which has exceeded venture industry expectations, and your company, Plum Alley Ventures company, is deploying $1.5 billion across tech sectors and gender diversity. Now, with advances in areas like artificial intelligence, digital infrastructure, automation, and fintech transforming economies, your company has emerged as a leading investor in frontier technologies, again, with the plan to invest $1.5 billion. How do you balance delivering strong financial returns in the venture capital industry while staying committed to your thesis of investing in female founders and allocators? Thank you, Manuel. That's a great question because we don't see that as mutually exclusive. Is my mic okay? Please bring it closer. Yes, thank you. Yeah, so we don't see that question as mutually exclusive, that is delivering top quartile venture returns and investing in a diversified thesis. Before I explain, since I'm from the private sector in venture, I'm actually going to share some thoughts with you so I can frame my commentary here today. Technological advancements, as Manuel said, have two sides to it, the known and the unknown. They create many inflection points. Historically, these inflection points ran about 10 to 20 years to maturity. Now they run 5 to 10 years, which then drive new valuation peaks, new opportunities, new markets. Well, what does all of this mean? If we look at the cumulative impact to GDP, the US GDP, the steam engine had an impact of a little over 20% to the US GDP. So if we take that as sort of the benchmark and we look at the era of technology, let's just break it down for a moment. Industrial robots and information technology had less than a 10% impact to US GDP from mid-1990s to early 2000, right? Now remember, steam engines was our benchmark, which is over 20%. Then comes adaptive robots and autonomous mobility, one of my favorite topics, which is projected to impact the US GDP by nearly 20%, but not quite crossing it over the next 5 to 10 years. And then comes AI, which is projected to impact the US GDP by over 120%. 120% in that same period. So it's undeniable that AI represents the biggest transformational technology of our time and will bring many unknowns. What is clear is that this market is going to reward those that deliver with operational and capital efficiencies. Doesn't matter if you're a founder, inventor, technology company, or an investor like myself. The known part of technological advancements is the role of private markets. It plays a very key role. There are two things it does, and it does really well. The first is job creation. In the US, there are 54,000 venture-backed companies that employ 6 million people. And I'm just talking about a sliver of venture capital in the larger private markets. The second thing it does is innovation. These companies did 80% of the US R&D, research and development, 80%. They developed 60% of new medicine and filed 40% of new patents. This is, fundamentally speaking, the most generative and important sector that is also the most productive of our economy. So in a market cycle like today, as some of my colleagues here have said, money is expensive, politics are complicated, and the path is unclear. Venture capital industry has delivered consistent outcomes through greater value, more jobs, and sparks better innovation. Frontier technologies, as Manuel said, such as robotics, automation, AI, have an instrumental impact on our economy and society. And so investing in it with a dedicated thesis and capitalizing female founders and allocators
is not only important but needed. The wealth and innovation divide will be so intense and immense that it'll fracture our societal formation and productivity if we don't focus on it. Take, for example, $1.6 trillion that was invested, again, just in the venture market in the US over the last 10 years. We only saw, of this $1.6 trillion, 1% of companies that went public via IPO in the US that had a female founder or CEO per year for the last 10 years. So what we've seen is a decade of consistent lack of diversity. Tech companies going public is the fastest and most efficient form of wealth creation for all stakeholders, founders, investors, as well as the ecosystem at large, because it goes out and it creates new markets, new companies, and there is a bigger innovation and ecosystem that gets built around it. And we refer to it as the PayPal mafia, but essentially it's creating these ecosystems around the hub and spoke approach of wealth creation. The impact it has is not a gender story. It's about diversifying wealth creation that occurs in the innovation market. The levels we're seeing will have huge ripple effects, and so it's much needed to have intentional strategic approaches to investment. We at Plum Alley Ventures Company play a pivotal role in strategically shaping the future of innovation. We've created Ventures' first deliverable to create an operational and capital efficient platform that's a centralized asset management platform that invests both capital as well as infrastructure across female founders in STEM fields, as well as domain expert female general partners that come onto our platform and run domain expert sector-specific funds that are organized across the sectors of infrastructure, AI, medical breakthroughs, fintech, and climate tech. As Manuel said, we're looking to deploy $1 billion plus across this platform. I'll leave you with this. S&P Global found that in 2 years following their appointment, female CEOs saw a 20% increase in stock momentum just in 2 years. Additionally, companies with more gender diversity on the executive board were more profitable than those without. And my favorite, female students make up 35% to 60% of STEM, that's science, technology, engineering, and math degrees in the US. These are all data points that make the case of financial returns. That is why we don't really see these as mutually exclusive. Amazing. Thank you so much for sharing that perspective with us. So many figures there that are really surprising, really interesting. And one figure I want to share, which is we're really proud about that in Morocco, is that we've got 60% of female engineers, like in STEM, which is one of the highest also percentage in the world. And so thank you so much for the focus you're putting into that. It's very much needed and absolutely part of our common goals and SDG goals. Thank you again, Avantika. Je vais me tourner vers vous maintenant, Monsieur Obeid Amran. Vous avez été nommé par Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que directeur général de Itmar Capital en février 2019. Vous avez été précédemment directeur général adjoint de Mazen. Quels sont, selon vous, et sur la base de ce qui a été partagé jusqu'à présent, les principaux critères qui permettront à un projet d'investissement dans un pays émergent d'être perçu comme attractif et durable pour les investisseurs internationaux? Merci Madame Bornosé. Je voudrais tout d'abord exprimer mon plaisir et ma satisfaction et transmettre toutes mes amitiés aux organisateurs de cette 16e édition. Et donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour parler de sujets aussi importants que les sujets d'investissement et leur portée sur les économies et sur le quotidien des populations et en particulier avec cette ouverture sur l'Afrique. Il est également difficile de reprendre ou de rajouter d'autres éléments par rapport à ce qui a été dit depuis ce matin.
Je voudrais peut-être juste contribuer avec quelques réflexions et commentaires, en considérant que parmi, et en rappelant le contexte particulier en Afrique, c'est un continent qui va bientôt doubler de population. C'est un continent où le niveau d'accès à l'énergie est en recul par rapport à cette dynamique démographique. Et c'est un continent qui regorge de potentialités, principalement grâce à la dimension démographique de sa jeunesse. Et pour cela, peut constituer une opportunité de développement et de croissance extraordinaire. Donc, et c'est à ce titre-là que je pense toutes les réflexions à ce niveau-là convergent. Et on ne peut pas imaginer un développement dans ce continent sans deux éléments aujourd'hui majeurs en termes d'infrastructures enablers. Donc on en a parlé, l'énergie, avec une croissance et une inflation de consommation qui va continuer à progresser avec tous les développements qu'on connaît au niveau de l'intelligence artificielle et tout le reste. Et donc, ces deux éléments vont de pair, et aucun développement aujourd'hui au monde ne peut se faire en dehors de ces deux secteurs, auxquels il faut rajouter toute la connectivité d'infrastructures réelles et digitales qui doit être développée. Et on a entendu parler des gaps de financement qui existent. Ils sont certainement réalistes, mais peut-être un peu donc limités, parce que généralement les exigences en termes de développement par les populations sont souvent supérieures à la réalité donc des projets et des marchés. Et cela donc interpelle tous les intervenants désireux donc de contribuer à la sortie de cette difficulté sur les moyens de mobiliser, et c'est là où j'en viens à votre question, de mobiliser les investissements en faveur donc de ce continent et de ces secteurs, et quels doivent être les meilleurs moyens pour pouvoir les attirer. Je pense que à ce titre, il y a une industrie, je me plais toujours de le rappeler, qui peut-être est la moins bien développée et qui devrait, à mon sens, être celle sur laquelle la priorité doit être renforcée, c'est l'industrie de l'investissement. L'industrie de l'investissement avec les ressources, j'entends davantage les ressources humaines et les capacités intellectuelles des équipes au niveau donc de notre pays, mais de l'Afrique en général, pour pouvoir réussir à orienter le capital qui existe, d'abord en interne entre les pays africains, parce qu'il y a du capital qui n'est pas mobilisé pour l'investissement en Afrique, mais surtout du capital étranger qui cherche des emplois et qui ne trouve pas forcément des projets finançables, bancables, qui répondent à l'alphabet et au codage qui est requis par cette population d'investisseurs. Ce capital qui existe il y a une compétition autour, que ce soit des pays développés ou des pays en voie de développement ou des pays émergents, et il convient de créer justement ces conditions-là. Donc ça passe par d'abord créer de la vision, donc au niveau des espaces économiques. L'investisseur a besoin toujours de se projeter, non pas uniquement dans un projet, mais dans une dynamique. L'investisseur a besoin aussi d'être accueilli dans un environnement favorable,
avec une législation qui soit stable, moderne, aux normes de ce qu'il attend. Et enfin, c'est un investisseur qui doit pouvoir, lorsqu'il souhaite réinvestir ou s'il souhaite sortir dans son investissement, lui préparer les infrastructures pour le faire. Donc c'est en somme quelque chose que je schématise comme si vous voulez recevoir ou faire atterrir chez vous un avion d'une certaine capacité, pour ne pas parler de marque, ben, si vous ne préparez pas l'aéroport pour cet avion-là, il ne viendra jamais atterrir chez vous. Donc les pays africains, les pays émergents ont cette responsabilité de créer ces conditions. Et ces conditions-là sont multiples et nombreuses, et il convient de s'équiper correctement pour pouvoir justement les attirer. Et cette situation est d'autant plus critique en Afrique que pour le reste du monde, parce que si vous prenez les conditions exigées malheureusement à ce jour par la communauté d'investissement sur les infrastructures africaines, bah l'Afrique paye un tribut aujourd'hui qui est juste inacceptable, non pas par solidarité africaine, mais par une réalité économique. Quand vous analysez les taux de défaut sur l'infrastructure africaine, elle est de loin elle est moins importante que celle que vous pouvez identifier en Asie ou en Amérique latine. Donc il y a lieu, et donc dans cet espace-là également, de cultiver cette réflexion, de mobiliser les forces intervenant dans le domaine de l'investissement, parce que l'investissement, in fine, c'est une marque de confiance dans le futur, et donc je pense que donc dans ce genre de symposium et de rencontres, on finira par construire petit à petit les éléments nécessaires à accroître les investissements. Donc je dis ça sans tomber dans les technicalités, parce que ce n'est pas l'endroit peut-être pour le faire. Mais en tous les cas, voilà, je pense qu'on a un enjeu, il y a une mobilisation à faire. Le Maroc, sous donc le leadership éclairé de Sa Majesté, donc est pleinement investi dans cette dimension. Donc et l'avenir de l'Afrique se fera par les Africains, donc et pour les Africains. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Obaid Amran, pour vos propos et pour nous avoir éclairé effectivement sur les conditions nécessaires pour drainer ces investissements et la perception du risque aussi qui est disproportionnée et que vous avez souligné, cette perception du risque sur le continent africain qui est du ressort de notre responsabilité de nous tous. Merci encore pour vos propos. دكتورة منى مراد، أهلا ومرحبا بك، شرفتينا بحضورك معنا اليوم. مرحبا بمصر الشقيقة في المغرب. أهلا وسهلا. بناء على خبرتك الواسعة في مجالي اللوجستيك والاستثمارات، كيف ترين دور تطوير شبكات النقل واللوجستيك الفعالة في تعزيز دمج الأسواق الأفريقية ضمن سلاسل القيمة العالمية Global Value Chains، وما هي أولويات الاستثمار الرئيسية في هذا القطاع؟ أوكي. صباح الخير على حضراتكم جميعا. في الحقيقة أنا يمكن سمعت المتحدثين الكرام وهم بيذكروا قارة أفريقيا بنوع من أنها هي أرض الفرص وهي أرض الأحلام، وعلشان يحصل أي تطور لدي حركة التجارة أو ربط أفريقيا بالنظام العالمي لازم يحصل تطوير في البنية التحتية. أفريقيا ما زالت تعاني من بنية تحتية متهالكة،
من التأخر كتير في التحول الرقمي لبيئة البنية التحتية الخاصة بالقارة. سلاسل الإمداد القارة الأفريقية هي من أعلى التكاليف الخاصة بالنقل، لنظرا أنه ما فيش تكامل ما بين الدول الأفريقية بعضها لبعض. التجارة البينية ما بين الدول الأفريقية ضعيفة نتيجة لضعف البنية التحتية. فنرجع للنقطة الهامة، هو تطوير قطاع البنية التحتية، جذب الاستثمارات أو تركيز الاستثمارات الاستراتيجية في هذا النوع هو مهم جدا لربط القارة الأفريقية بالعالم، وكمان لتصدير المنتجات والموارد الكبيرة اللي موجودة في هذه القارة. في الحقيقة المغرب يمكن ليها تجربة تطوير كبيرة قامت بها في تطوير المواني والمناطق اللوجستية على كتير من حركة التجارة. مصر أيضا لها تجربة في ذلك قوية في بعض من الدول الأفريقية. فأرى إن إحنا في حاجة لتعزيز الحوار، التعاون الأفريقي في البداية، ثم الانفتاح على العالم. ده شيء أساسي. طبعا زي ما أنتي ضفتي، إحنا مشكلة الاستثمار عامة في القارة الأفريقية هي استثمار عالي المخاطر، فيجب أن يكون في شراكة ما بين القطاع الخاص وما بين القطاعات الحكومية في هذه الدول تأكيدا على دمج القارة في السوق العالمي. أنا مش عاوزة أطول شوية في الحتة دي لأني عارفة الوقت وعندنا سؤال تاني، لكن بأكد على معظم الكلام اللي اتكلموا فيه في هذه الجلسة الهامة. التحول الرقمي، جذب الاستثمارات، تعزيز وتفعيل القطاعات الخاصة بالبنية التحتية هي أساس لأي استثمار ممكن يكون موجود في هذه القارة. شكرا لك منى. ويكون لنا ان شاء الله سؤال سريع عشان نخلص هذا البانel. شكرا لك دكتورة منى مراد. Monsieur Mathieu Peller, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur général adjoint de Meridiam. Vous supervisez de nombreux projets en Afrique. Quel rôle jouent les investissements durables à long terme dans les infrastructures pour favoriser une croissance inclusive sur le continent, et quels défis rencontrez-vous sur la base de votre expérience lorsqu'il s'agit d'intégrer des considérations sociales et environnementales dans ces projets-là? Merci Manal, bonjour à tous. Alors, effectivement, les infrastructures sont indispensables au développement économique, et pour qu'il soit inclusif, pour que ces infrastructures y contribuent, à nos yeux, il est indispensable de se concentrer sur des infrastructures essentielles qui rendent donc un service indispensable et pour le bénéfice de tous. Donc des infrastructures publiques, nous, au sein de Meridiam, c'est ce sur quoi on se concentre. Et le premier domaine indiscutable sur le continent africain, à nos yeux, ce sont les projets d'énergie qui contribuent à l'électrification en particulier du continent. Cette électrification, aujourd'hui, on peut grandement la mener avec les énergies renouvelables. Elles sont, comme cela a déjà été dit, les plus compétitives aujourd'hui. Et ça, c'est le chiffre qui était donné, c'était pour les pays du G20, mais dans le cadre de l'Afrique, c'est encore plus vrai puisque les conditions naturelles sont meilleures, les conditions tarifaires sont aussi meilleures. Il y a beaucoup moins de tarifs douaniers que dans les autres économies sur les équipements. Et donc on obtient, et par ailleurs, l'accès aux devises fortes ou aux fossil fuels, à part quelques économies productrices bien sûr, et également en faveur des énergies renouvelables. Donc tout cela pour dire que ces solutions sont aujourd'hui les meilleures et permettent certainement de participer à cette croissance durable et inclusive, puisque très clairement l'électricité pour tous sur le continent, tous les territoires, est vraiment la première des nécessités et permet évidemment tous les autres développements. Donc on peut aujourd'hui et on doit se concentrer sur des
projets de production d'électricité renouvelable, que ce soit du solaire, de l'éolien, de la biomasse, de l'hydroélectricité. Donc certains sont intermittents, mais ce sont des difficultés qui sont en train d'être résorbées avec le développement massif des systèmes de stockage ou l'interconnexion dans les réseaux régionaux, les réseaux nationaux d'abord, où de nombreux investissements sont encore à faire. Et donc, ces différentes sources sont aujourd'hui des opportunités d'investissement massives. Il reste beaucoup à faire en termes de planification, d'organisation et de développement de ces projets, puisque, comme cela a été dit aussi, une des principales difficultés, ce n'est pas tant l'accès au financement, mais c'est plutôt l'accès au projet. Voilà, et donc il faut se développer sur ces sujets. Et justement, concernant votre deuxième question, ce n'est pas parfois qu'il faut s'intéresser, et donc parfois que c'est un défi de traiter les sujets environnementaux et sociaux, c'est indispensable. C'est la première des nécessités sur un projet d'infrastructure, que ce soit en Afrique, que ce soit sur tous les continents de la planète. Les sujets environnementaux et sociaux sont par là où doivent commencer tous les projets. C'est par là où ils réussissent, s'ils intègrent bien toutes les demandes, notamment sociales, des populations, des usagers, des riverains. Dans un contexte de pays émergents où des attentes très fortes sont évidemment présentes, ou dans les pays développés où on a plutôt un rejet des nouvelles infrastructures, mais toujours est-il le devoir, le besoin d'interagir socialement, de faire des grandes consultations publiques et de prendre en compte ces retours, ces attentes est absolument indispensable pour les projets d'infrastructure. Et sur les sujets environnementaux, là aussi, alors c'est plutôt par là que ça échoue, je dirais, si on ne les prend pas bien en compte, des impacts sur le foncier, sur la biodiversité, sur les espèces en danger. Alors il peut y avoir des impacts immédiats sur les populations, mais il peut y avoir aussi des impacts plus long terme, plutôt justement sur la biodiversité ou d'autres aspects, sans parler évidemment du changement climatique et du carbone. Et je reviens à mon premier point sur les énergies renouvelables qui, au-delà de faire évidemment parfaitement sens en termes économiques et financiers, font aussi bien sûr particulièrement sens en termes climatiques. Et donc voilà, ces sujets d'infrastructures essentielles dans les énergies sont aujourd'hui à la fois une priorité qui nous oblige, acteurs du développement, de l'investissement dans les infrastructures, mais aussi une fantastique opportunité de faire des investissements qui bénéficient à tous. Voilà ce que je souhaitais dire, conscient du temps qui passe. Oui, absolument. Merci infiniment à vous pour ces propos. Et nous allons terminer avec vous, Monsieur Jérémy Lin. Vous êtes vice-président exécutif de Huawei Afrique du Nord, en charge des affaires publiques. Huawei est présent sur le marché africain depuis 27 ans et a été à l'avant-garde des avancées technologiques, notamment dans le domaine des infrastructures. Selon vous, comment les investissements dans la transformation numérique et les technologies de pointe peuvent aider les économies émergentes, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, à franchir le cap vers une croissance économique durable? Merci Madame pour votre question. Bonjour tout le monde. À mon avis, la transformation numérique est une opportunité sans précédent pour les économies émergentes, notamment en Afrique. Pourquoi? Premièrement, l'investissement sur les infra numériques ne sont pas aussi lourds comme les investissements sur les infra, les autoroutes, les TGV, etc. On pourrait dépenser de 5% à 10% de l'argent pour construire un réseau mobile 5G parfait, bien développé, ainsi qu'un monde entièrement connecté. Deuxièmement, avec le numérique, l'Afrique a l'opportunité unique de construire dès le départ des systèmes de production interconnectés, digital et aussi intelligent. Là où d'autres économies doivent réinventer des modèles déjà en place. Cela ouvre la voie non seulement à un rattrapage économique, mais aussi à la possibilité de dépasser les pays avancés. C'est ce qu'on appelle l'avantage
de retardataires. Comment? Il est essentiel de construire tout d'abord les infrastructures réseau. Sans connectivité robuste, l'économie numérique ne pourra pas se déployer pleinement. Chez Huawei, nous avons pour priorité de connecter chaque foyer et chaque individu, même dans les zones les plus reculées. Selon l'Union internationale des télécommunications, près de la moitié de la population mondiale reste privée d'accès à Internet, principalement dans les zones isolées comme Afrique. Pour surmonter les défis liés à l'accès limité à l'électricité et aux infrastructures, Huawei a développé une solution qui s'appelle Rural Star. Cette solution innovante et apportable, spécifiquement adaptée aux défis africains, en fait, c'est une station de base construite sur des poteaux en bois, c'est juste comme ça. Hein. C'est très simple, compacte et à faible consommation d'énergie. Elle permet une construction rapide et peu coûteuse, répondant parfaitement aux besoins des communautés locales. Grâce à cette solution Rural Star, nous avons permis à 11 millions de personnes issues de 3500 villages dans 19 pays dans notre région, c'est-à-dire l'Afrique centrale, ouest et nord, pour avoir accès à Internet. L'autre opportunité pour l'Afrique est l'énergie solaire. C'est vraiment un potentiel sous-exploité. Le continent africain est vraiment baigné de soleil. Plus de 3000 heures par an et dédié à 60% des sites mondiaux les plus prometteurs pour l'exploitation de l'énergie solaire. Pourtant, moins de 1% de ce potentiel est actuellement exploité. Cela représente une opportunité énorme et unique pour l'Afrique de s'appuyer sur des énergies renouvelables pour compléter ses déficits énergétiques et soutenir la transformation numérique aussi. Et grâce à des solutions innovantes comme ce qu'on appelle Smart Grid et les systèmes photovoltaïques, l'électrification des zones rurales et le développement numérique peuvent aller de pair. Chez Huawei, nous avons développé aussi des technologies pionnières comme des onduleurs et des batteries pour une énergie propre, ainsi que des systèmes de gestion numérisés utilisant l'intelligence artificielle. On a des solutions dédiées pour ce continent africain. Ces solutions permettent une exploitation optimisée de l'énergie solaire et une réduction des émissions de carbone. Par exemple, au Cameroun, entre 2014 et 2023, à peu près 10 ans, nous avons collaboré étroitement avec le gouvernement Cameroun pour développer des solutions solaires innovantes adaptées aux besoins locaux. Nous avons mené 3 phases d'un projet visant à apporter de l'électricité aux zones rurales grâce à des panneaux solaires hors réseau. À ce jour, plus de 40 000 ménages dans 300 villages ont désormais accès à l'électricité. Ce projet a déjà un impact concret sur les communautés locales. Il facilite la vie quotidienne, améliore les conditions de travail et contribue à réduire les émissions de carbone, bien sûr. En fait, aujourd'hui, je voudrais partager juste ces 2 opportunités de l'investissement, surtout en Afrique. Un, c'est la transformation numérique, surtout la connectivité. L'autre, c'est les énergies solaires. Oui, je vous remercie. Merci. Merci infiniment à vous de nous partager cet impact important de vos réalisations. Merci encore pour votre partage. Mesdames et messieurs, hélas, le compteur a tourné et nous n'aurons pas le temps de faire un deuxième round de questions, à moins que vous souhaitiez partager un mot de la fin. Si l'un ou l'autre, n'hésitez pas à me faire signe. Would you like to give a final word? Unfortunately, the time is up for our panel discussion, but please let me know if any of you would like to give a final word. Yes, please. Just a quick reaction on all was fascinating and very interesting. I find the latest highlights by Justin about the potential of solar power for Africa to the point, spot on. The potential is massive and it's happening. So there are reasons to hope. I wanted to react also to lots of interesting figures by Avantika, and one point clearly
change that automation can, the difference that it can make. I mean, if you take, for instance, batteries, electric batteries manufacturing, one of the reasons why Chinese companies are at the technological edge at this very moment, among many, but one key reason is the importance of robotics and R&D. If you take battery energy storage systems, the companies in China, roughly on average at the moment, they have 1/3 of their workforce that is made of engineers at post-PhD level. And then their production lines are entirely robotized. I mean, if you want to look at some of the reasons that explain the collapse of Northvolt recently, which was one attempt by Europe at developing a genuinely autochthonous battery production line system, this lies also in the importance of R&D and robotics, so just to confirm how key it is. Thank you so much, Karim, for wrapping this up for us. Ladies and gentlemen, if there aren't any further final comments, this has been a fantastic conversation. Thank you so much. We appreciate your time. We appreciate your expertise. Let's please give them a round of applause. Thank you so much. We invite you to take a final group photo, and then for our wonderful audience, you're welcome to attend the upcoming sessions. Thank you again.